Après les deux conférences qui ont démarré ce cycle, celle de Caroline Steele qui nous a amené à nous pencher sur le métabolisme des villes lié à l'alimentation. Après la conférence de Boris Bouchet qui est venu nous parler de plusieurs expériences depuis Clermont-Ferrand où il est situé, plusieurs expériences d'architecture. C'est aujourd'hui un sociologue qu'on reçoit, Éric Charme, qui connaît bien l'école et le campus, qui est venu plusieurs fois ici et qui a longtemps été basé sur le campus de la Cité Descartes, mais qui nous vient maintenant de Lyon, où il est à l'École nationale des travaux publics de l'État, auprès de l'Université de Lyon, travaillant dans ce laboratoire Rive, Ville, Espace, Société. Éric Charme a consacré une bonne partie de ses travaux au périurbain, et en particulier un livre qui m'a beaucoup impressionné, publié il y a 5 ans maintenant, en 2011, La ville émiettée, dans lequel il abordait quelques-uns des sujets qu'il va sans doute toucher aujourd'hui. Et sa conférence, elle va directement au cœur du sujet du cycle, sur les représentations des territoires contemporains et de leurs évolutions, puisque c'est précisément la question qu'il veut aborder à partir des représentations et de l'imaginaire des territoires justement périurbains, qui peut-être donnent des clés pour comprendre comment on imagine le territoire de demain aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu de Lyon par ces temps difficiles. Et voilà, à vous. Bien, donc je vous propose d'aborder la question du périurbain à partir de ces représentations et de ces images. Alors, les images qu'on peut avoir du périurbain ont beaucoup évolué, notamment dans la recherche, mais aussi de plus en plus dans le monde des acteurs, de ceux qui font la ville, qui la produisent, et puis dans le débat public, elles ont beaucoup évolué. Alors, pour comprendre cette évolution, je ne vais pas remonter très loin. Donc voilà, ça c'est il y aura 6 points. Enfin, on va voir, je vais essayer, on a 1h30 ensemble. Je vais essayer de parler un peu moins d'1 heure pour qu'on puisse avoir un temps d'échange, de questions. Donc normalement, il devrait y avoir 6 points. Donc d'abord, donc, un changement de regard sur les centres et les périphéries des villes qui induit lui-même un changement de regard sur le périurbain. J'expliquerai la différence entre, les différentes formes de périphérie urbaine qui existent et les spécificités du périurbain un peu plus loin. Donc pour l'instant, restons dans le flou quant à ce que peut être le périurbain. Alors, certains connaissent peut-être cet ouvrage. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont... Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? D'accord, aucun. Il est très très vieux. Il a dû être publié dans les années 90, ça c'est certain. C'est un ouvrage qui a suscité beaucoup de débats. Avec un collègue de l'école d'architecture de Belleville, Jean-Michel Léger, on avait organisé un échange avec certains des protagonistes de ce débat, François Hacher, qui a été Grand Prix de l'urbanisme, Yves Chalas et Jean-Samuel Bordreuil, où on revenait sur cet épisode, donc plus de 10 ans après, on revenait sur ces débats-là. Les débats posés par la notion de ville émergente. Il faut savoir qu'à cette époque, en 1994, Françoise Choët, dont je pense là vous avez entendu le nom, publie un texte très important qui a été extrêmement influent, qui est un texte magistral, même si je ne partage pas ses conclusions, mais ça reste quand même un texte extrêmement important, qui, là aussi, le titre, je le donne peut-être dans le désordre, mais c'est « La mort de la ville et le règne de l'urbain ». Elle explique dans ce texte que la ville s'est dissoute, en quelque sorte, dans l'urbain, dans les entrelacs d'autoroutes, dans les nappes pavillonnaires, dans une ville qui n'est plus la ville traditionnelle. Et face à ces thèses-là, sur lesquelles on ne va pas s'apesantir ici, c'est juste un rappel, si ça vous intéresse, vous pourrez approfondir le sujet en consultant les textes. Face à ces thèses-là, on a une série de personnes, Sébastien Marot pourra en parler mieux que moi, on a une série de personnes qui développent une thèse sur autour de l'idée que ce qui se passe dans les périphéries, dans ces espaces que je viens de caractériser très brièvement,
eh bien, c'est une autre forme de ville. La ville ne meurt pas, elle émerge sous une autre forme. Et là, dans ce cadre, a été lancé un programme de recherche avec des contributions qui sont rassemblées enfin, voilà, il y a eu plusieurs publications, mais enfin, il y a une partie des réflexions menées dans ce cadre qui sont rassemblées ici, et émerge la notion de ville émergente. Mais dans les années 90, on a un débat qui est un débat plutôt politique et moral sur les vertus de ces espaces périphériques. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est ça la grande question qui anime la communauté scientifique. Alors, en général, les scientifiques, on se dit, ils sont là pour analyser la réalité de manière objective et neutre. Non, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Et il y a vraiment un débat où, au fond, la question est politique. C'est-à-dire, est-ce que le centre commercial, c'était le type de débat qu'on pouvait avoir, et il y a des travaux extrêmement intéressants qui ont été menés à ce sujet par Jean-Samuel Bordreuil, que j'évoquais tout à l'heure, sur plan de campagne entre Aix et Marseille. Est-ce que le centre commercial, c'est la fin de l'espace public? L'espace public étant une caractéristique essentielle de la ville et surtout de la valeur éthique de la vie, enfin ce qui donne sa valeur éthique à la vie urbaine. Le fait que vous fréquentez des espaces libres d'accès où vous côtoyez des gens de toutes origines, de toutes positions sociales, et voilà, la ville de ce point de vue et ses espaces publics ouvrent les horizons. Et l'idée que dans les périphéries urbaines, vous avez des centres commerciaux qui sont implantés, et leurs espaces, eux, sont contrôlés, aseptisés, enfin n'ont plus rien à voir avec l'espace public et ce qui définit la ville. D'où l'idée, enfin, c'est pas tout à fait comme ça que François Choët formule sa thèse, mais bon, en gros, il y a cette idée de fin de la ville. Voilà. Et on a ce débat-là. Si on regarde aujourd'hui, 20 ans plus tard, en gros, hein, ce qui se dit et ce qui se passe dans la recherche, on n'a plus du tout ce genre d'interrogation. Ces débats-là sont, d'une certaine manière, ils existent encore dans le public. Il y a eu une livraison, il n'y a pas si longtemps que ça, de Télérama sur la Franche Moche, qui a suscité tout un ensemble de discussions. Mais dans le débat public, donc on continue à se poser ces questions-là, mais du côté des chercheurs, on ne se pose plus tellement ces questions-là. La question est plutôt de savoir comment ça marche. Il y a les banlieues, il y a des banlieues pauvres, auxquelles on porte beaucoup d'attention, il y a des centres-villes, on s'intéresse beaucoup à leur transformation, je vais y venir juste après, et puis il y a des périphéries pavillonnaires, il y a du périurbain, on le caractérisera un peu plus tard, et on s'intéresse à comment ça marche, comment les gens vivent, où est-ce qu'ils font leurs courses, quelle est leur sociabilité, qui ils rencontrent, quels sont... voilà. Et puis comment ces espaces sont aussi gouvernés, les enjeux environnementaux. Là aussi, j'y reviendrai. La ville périphérique, la ville pavillonnaire, a longtemps été considérée comme une horreur environnementale. Elle est encore largement considérée comme telle par beaucoup de gens. C'est de moins en moins le cas du côté de la recherche. Donc voilà, aujourd'hui, on essaye de comprendre comment ça marche. Il y a des problèmes, mais il y a aussi un certain nombre de choses tout à fait positives. Mais on n'est plus dans un débat, est-ce que la ville périphérique, c'est mieux que la ville-centre ou l'inverse? Ou est-ce que l'une est l'avenir et l'autre le passé? Enfin, on est un peu sorti de ces débats assez généraux et qui posaient des questions, je dirais, morales et éthiques sur la vie en centre-ville ou en périphérie. Ça existe encore dans le débat public sur la question du vote, j'y reviendrai. Cette évolution, elle est liée à tout un ensemble de facteurs. Il y en a un, c'est aussi l'évolution du regard qu'on a porté sur les centres. Il y a une problématique qui est aujourd'hui très présente dans le débat public, qui a émergé depuis les années 90, enfin qui existait avant, hein, les premiers ouvrages sur le sujet, on peut les faire remonter aux années 60. Jane Jacobs elle-même, d'une certaine manière, en parle. C'est la gentrification, l'embourgeoisement des centres. Et ça, c'est une illustration, là aussi, j'ai plus mes notes, j'ai pas eu accès au mode présentateur, comme je vous le disais, mais de mémoire, c'est une illustration d'un article paru dans le New York Times, donc un quotidien des États-Unis, et le titre, c'est « Quand les hipsters ont détruit Paris ». Aujourd'hui, le regard qu'on porte sur les centres-villes est un regard, et sur leur évolution et sur leur transformation, et notamment au travers de la gentrification, est un regard beaucoup plus critique. Dans les années 90, c'était encore la question de la reconquête des centres
mais perçu de manière extrêmement positive, de la reconquête des espaces publics, de réaménager l'espace public pour rendre de la place aux piétons qu'ils avaient perdu. Cette place leur avait été donnée aux voitures. Voilà, donc il y avait une idée de reconquête des espaces publics et le regard porté sur les transformations des centres était beaucoup plus positif qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a eu une évolution du regard sur le périurbain qui est aussi liée au fait que les chercheurs, aujourd'hui un certain nombre d'entre eux, notamment les jeunes chercheurs, sont nés dans le périurbain et ceux qui font des recherches sur le périurbain, et portent un regard sur ces territoires qui est un peu différent de ceux qui, dans les années 90, le regardaient depuis les centres où ils résidaient. Voilà, ça c'est une petite introduction, je dirais. Deuxième point, un périurbain redéfini en ville-campagne. La ville-campagne, si ma mémoire est bonne, c'est le thème d'un colloque récent de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Et ça, c'est à la fois pas très nouveau. Les premiers livres en France sur la périurbanisation, un grand livre, c'est La Rurbanisation, d'ailleurs publié dans une collection que dirigeait François Choët, par Bauer et Roux. C'est publié dans les années 70, et ce mélange, le néologisme rurbanisation dit bien le mélange ville et campagne. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien identifié par un certain nombre d'observateurs depuis fort longtemps. Mais il y avait une vision qui était dominante, qui s'imposait, une image qui s'imposait, qui est plutôt celle-là. C'est un cliché pris par Alex McLean, qui est un photographe américain. Il a publié un certain nombre d'ouvrages, dont un dont je vous recommande la consultation, qui s'appelle Over. Et donc il prend des photos du territoire américain, vues d'avion. Évidemment, il affirme un point de vue. Et là, on voit bien le point de vue qui s'affirme. On voit bien, cette image montre extrêmement bien ce que les Américains appellent le sprawl, l'étalement, qu'on traduit plus ou moins imparfaitement en français par étalement. Alors, juste pour vous donner une idée de la connotation, parce qu'il y a une connotation morale derrière l'étalement, parce que aux États-Unis, sprawl, on parle aussi de sprawling body, un corps qui s'affale. Hein, donc, vous voyez, c'est quelque chose il y a une connotation assez négative. C'est l'idée de la ville qui se répand, mais c'est pas juste qu'elle s'étale au sens où elle prend de la place, c'est elle s'affale, quoi, elle s'amollit, elle tient moins bien. Et voilà. Et là, vous avez une illustration, parce que chaque petit point représente des pavillons, et puis vous avez une grande artère routière, donc vous voyez la présence de la voiture qui apparaît bien sur cette image, enfin l'importance de la circulation automobile, mais aussi l'importance du stationnement des véhicules. Vous le voyez ici au travers d'espaces. Alors il y a une zone commerciale d'évidence. Est-ce qu'il y a une zone d'activité? On voit bien là probablement une zone d'activité. Bon, j'ai pas je connais pas le terrain. Hein, c'est une image que j'ai prise parce qu'elle me paraît assez parlante. Enfin, vous voyez, je pense que ça correspond assez bien, cette image en tout cas, à l'idée qu'on peut se faire de ce qu'est l'étalement urbain. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de discuter ce point-là, mais a priori, ça correspond assez bien. Et dans beaucoup de débats, jusqu'à une époque récente, banlieue pavillonnaire, périurbain, tout ça, ça s'était mis dans un même sac et on avait tendance à rattacher ça à cette image-là. Et quand on parle de lutte contre l'étalement urbain, c'est bien contre ça qu'on entend lutter en France. C'est assez intéressant parce que quand on dit en France qu'on lutte contre l'étalement urbain, et si on pense qu'il faut lutter contre ça, c'est un peu comme Don Quichotte, on lutte contre des moulins à vent. Une autre image du même Alex McLean, je passe. Ça, c'est une image, est-ce que certains arrivent à la localiser? Pardon? Paris. Ouais, bon, bah donc, bravo. C'est bien ça. Alors, je vous montre cette image, pourquoi? Donc on n'est pas très loin d'ici, d'une certaine manière, un peu au nord. Alors puisque vous avez localisé, je vous redonne l'image que je vous montre, elle est là. Nous, on est par là, si je me localise bien, et l'image que je vous montre est là. L'aéroport Charles de Gaulle est là. Ce qui est intéressant,
c'est qu'ici, vous avez de l'étalement. Bon, c'est une vue IGN. Donc là, il n'y a pas l'affirmation d'un point de vue du photographe, le cliché est plus plat. Mais, donc j'ai pas trouvé... Yann Arthus Bertrand n'a pas pris une photo de cet espace-là, donc on en reste à l'image de l'IGN. Enfin, vous voyez bien une image qui correspond à de l'étalement pavillonnaire. Chaque petit point, là, ici, vous avez une maison, là, vous en avez une autre, une troisième. Il y en a quand même pas mal, des maisons individuelles. Donc ça correspond assez bien à l'idée qu'on pourrait se faire de l'étalement. Sauf que ça, ce type de lotissement, ce sont des lotissements anciens. Il y en a beaucoup autour de Paris, mais ils se sont principalement développés dans l'entre-deux-guerres. Alors d'abord, ça a été des lotissements. Ensuite, on a amené des réseaux, des infrastructures, et puis ils sont progressivement construits et reconstruits. Beaucoup de maisons d'origine ont disparu et ont été reconstruites. D'autres restent encore, où il y a encore des lots vacants. Plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait correspondre à de l'étalement pavillonnaire. Sauf que ça n'existe plus. Hein, le développement de ce type de lotissement, ça remonte grossièrement, grosso modo, à l'entre-deux-guerres, entre-deux-guerres mondiales, donc avant les années 40. Je vous remonte la photo ici. Donc on a dézoomé, et voyez que l'espace que je vous montre là, il est ici. Et qu'est-ce qu'il y a là? Des champs. C'est-à-dire que ce lotissement, il s'est développé il y a de très nombreuses années, plusieurs générations. Et aujourd'hui, donc on parle de quelque chose, encore une fois, c'est un processus d'urbanisation qui a été assez long, mais aujourd'hui, on a des champs autour. Le front d'urbanisation s'est arrêté là. Il ne s'est pas étalé. Ou en tout cas, ça ne correspond pas du tout à l'étalement qu'on peut avoir sur le cliché d'Alex McLean que je vous montrais à l'instant. On n'a pas eu un étalement de cette nappe pavillonnaire. Ces limites sont restées et on peut bouger depuis les années, depuis l'entre-deux-guerres. Bon, évidemment, je vous parle de ça. Pour introduire une question, ça a peu bougé, mais quand même depuis 70, 80 ans, la ville de Paris a beaucoup évolué. Beaucoup de choses ont changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la ville n'a fait que se renouveler, se densifier? Est-ce qu'il ne s'est rien passé de l'autre côté? Oui, il s'est passé des choses. Et ce qui s'est passé, c'est la périurbanisation. Un périurbain, tel qu'il est défini par l'INSEE, en tout cas en France, on pourrait discuter de cette définition-là, mais on va en rester ici à la définition de l'INSEE. Il se définit à partir du moment où on quitte l'agglomération. Alors l'agglomération, selon l'INSEE, c'est la zone bâtie continue. La zone bâtie continue, ici, vous voyez que là, vous reconnaissez, j'essaye de me... Oui, voilà, donc le centre de Paris qui est là, Paris intramuros, disons. On voit là... Et puis, vous voyez ici qu'on peut aller de là à là sans quitter l'espace bâti. Il y a un chemin qui permet, en restant toujours dans des zones bâties, d'aller du centre de Paris à Villeparisis et Tremblay, que je vous montrais à l'instant. Mitry-Mory, dont on voyait une partie. On est donc dans l'agglomération. Mais quand vous êtes là, si vous voulez aller ici, Clé-Souilly, il faut traverser des champs ou des espaces naturels. Il faut sortir de l'agglomération. Ça ne veut pas dire qu'on quitte l'aire d'influence de Paris. On est encore là, on est en limite on est, vous voyez, dans la partie la plus proche du centre de la Seine-et-Marne. Seine-et-Marne qui est un très grand département, en tout cas à l'échelle de l'Île-de-France. Donc on ne quitte pas du tout l'orbite de Paris, l'aire d'influence de Paris, mais on a traversé des espaces non bâtis. C'est là qu'on rentre dans le périurbain. Je vais préciser un peu ça, mais pour bien faire comprendre les choses, je vais vous montrer ces cartes extraites d'une thèse qui a été soutenue en 2012 par Séverine Bonin-Oliveira. Et cette thèse, elle montre quoi? Enfin, ces cartes plutôt, la thèse, elle montre plein de choses, mais entre autres, on trouve cette carte dans la thèse de Séverine Bonin-Oliveira. Vous avez en rouge l'agglomération. En fait, plus exactement, les communes qui font partie de l'agglomération. Donc,
dans le vocabulaire de l'INSEE, c'est la ville et ses banlieues. Alors, vous restez dans la continuité de la ville-centre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parc, qu'il n'y a pas de jardin, mais globalement, vous pouvez aller du centre d'une ville, du centre de la ville au centre des banlieues sans quitter la zone bâtie. Et ça, donc, toutes les communes qui sont en rouge, ce sont les communes de l'agglomération. Et en jaune, c'est ce que l'INSEE appelle le périurbain, la couronne périurbaine de la ville ici représentée, qui est Toulouse. Donc en rouge, vous voyez la croissance de l'agglomération, c'est-à-dire la croissance de la nappe bâtie continue, l'étalement au sens où je vous le montrais à partir de la photo d'Alex McLean, donc la ville qui se répand, qui s'affale. Donc ça, c'est l'extension continue. Et puis quelque chose d'autre, qui est le périurbain, où là, on quitte l'agglomération et on rentre dans un territoire que je vais caractériser un peu après, mais juste là, ça vous permet d'avoir une idée des dynamiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre 62 et 68, ce sont les dates des recensements de l'INSEE, de ces zonages en aire urbaine. D'ailleurs, les zonages ont évolué dans cette période-là, mais bon, ça, on passe. Vous voyez assez nettement, entre 62 et 68, l'agglomération grandir. Vous voyez aussi la couronne périurbaine apparaître. Mais restons sur l'agglomération. 68-75, c'est assez facile. On visualise bien la croissance. 75-82, on visualise encore. 90, on visualise bien aussi. 99, ça devient un petit peu plus difficile. Mais entre 99 et 2010, ça devient très difficile de voir quelle commune, il n'y en a qu'une, s'est ajoutée à l'agglomération. L'étalement de la ville de Toulouse est resté très limité entre 99 et 2010. Alors on pourrait se dire, bravo, c'est grâce à la loi SRU, Solidarité, Renouvellement Urbain, puis il y avait eu d'autres textes avant, qui indiquaient qu'il convenait de lutter contre l'étalement urbain. Ça, on y est arrivé de ce point de vue-là. Sauf qu'en attendant, la couronne périurbaine, elle, vous n'avez pas besoin de lunettes grossissantes pour voir qu'elle s'est étendue, et largement étendue, entre 99 et 2010. Donc peut-être que l'agglomération ne s'étale pas, mais la couronne périurbaine, elle, s'étend. Donc là, je vous donne des éléments chiffrés. Le pôle urbain, donc c'est ce qu'on appelle l'agglomération aussi. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, là, on va s'en tenir à ça. Et l'aire urbaine, c'est le pôle urbain plus la couronne périurbaine. Donc vous voyez, le pôle urbain a augmenté. Et là, comme je vous disais, une commune seulement en plus, de 72 à 73 communes. Ce qui est très peu. Pendant que, dans le même temps, la couronne périurbaine gagnait 110 communes. De 270 à 380. Donc, de ce côté-là, on a bien lutté contre l'étalement urbain, mais là aussi, c'est une question d'image, c'est-à-dire si on se représente la ville à partir de sa nappe bâtie continue, et qu'on exclut de son champ d'analyse le périurbain, on a lutté contre l'étalement urbain. Là, ça paraît moins évident. Qu'est-ce donc que le périurbain? Donc le cliché que je vous montrais tout à l'heure, dont certains ont reconnu les communes montrées, donc c'est là. Donc l'aéroport dont je parlais tout à l'heure, Charles de Gaulle, apparaît. Vous avez la commune de Clé-Souilly. Vous avez là la zone industrielle de Mitry-Compan. Donc là, on zoome et là, on est dans le périurbain. On est dans le périurbain. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une commune ici qui s'appelle Clé-Souilly. Et pour aller de Clé-Souilly à l'agglomération parisienne, vous ne pouvez pas y aller en restant toujours dans des zones bâties. Vous n'avez pas de chemin. Vous devez traverser soit des champs, soit des espaces naturels. Voilà. Et là, vous avez des communes. Il y en a une sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé, qui s'appelle Grécy, qui, selon mes dernières informations, fait à peu près 900 habitants. C'est une commune. Là, vous en avez une autre. Et vous voyez que pour aller d'ici à ici, c'est pareil. Vous n'avez pas de continuité du bâti. Pareil ici. Entre Messy et Saint-Même non plus. Ah, c'est ça, c'est cette discontinuité du bâti qui caractérise le périurbain. Et en même temps, il y a une deuxième caractéristique, c'est selon l'INSEE, qui est une caractéristique de dépendance fonctionnelle. La dépendance fonctionnelle, ça veut dire que les gens qui habitent et qui dans ces communes dépendent
de la métropole parisienne pour leur travail, pour toute leur vie quotidienne, leurs courses, les études de leurs enfants, etc., etc. Alors, le critère, très exactement, c'est plus de 40% de la population active travaille hors des limites de la commune dans l'aire urbaine. Bon, on pourra en rediscuter si ça vous intéresse plus particulièrement, mais bon, retenez juste qu'il y a un critère utilisé par l'INSEE pour reconnaître la dépendance fonctionnelle, je dirais, du système métropolitain. Mais on est dans une configuration paysagère, une configuration spatiale très différente. Si vous zoomez, ça ressemble à ça. Là, c'est Grécy dont je vous parlais à l'instant, c'est ici. On est en voiture, même pas 10 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle. Alors on est peu soumis aux nuisances. On est un peu soumis, mais pas complètement soumis aux nuisances. L'aéroport Charles de Gaulle, à ce qu'on dit, c'est 70 000 emplois directement liés à la plateforme. Un énorme pôle d'emploi. Je ne parle pas des emplois indirects. Vous avez juste à côté la zone industrielle de Mitry-Compan, qui est une des plus grosses zones industrielles d'Île-de-France. Vous êtes à quelques minutes en voiture de la Francilienne. Vous êtes très proche du terminus du RERB, qui en fait est un tout petit peu plus loin par là, à Mitry. Vous êtes très bien localisé dans la métropole francilienne. Vous êtes hors du Grand Paris. Vous êtes très bien localisé. Et pourtant, vous habitez dans quelque chose qui ressemble à un village. D'ailleurs, le thème du cycle, ce sont les images. Quand je me promène avec des amis qui ne sont pas spécialistes, voilà, vous prenez votre voiture, vous sortez des villes, vous traversez nécessairement des zones périurbaines. Et donc je passe et puis je dis, d'autant parfois aux amis qui sont avec moi, bah voilà, c'est ça, un des sujets sur lesquels je travaille, c'est le périurbain, c'est ça le périurbain. Ils me disent, mais c'est la campagne. Ah oui, c'est la campagne. C'est aussi la campagne. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on ne l'intègre pas tant que ça, pas aussi facilement que ça dans notre image de la ville. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la ville. C'est même la partie qui se développe le plus. Le jaune, 110 communes en plus pour Toulouse entre 1999 et 2010, c'est ce qui s'est développé le plus. C'est ça, c'est ce type de paysage-là. Alors, il n'y a pas que ça dans le périurbain, mais c'est ce type de paysage-là. Les photos aériennes ne sont pas forcément toujours très parlantes, donc prenons une vue du sol. Ici, vous avez je ne suis plus tout à fait certain du nom, comme je n'ai pas accès à mes notes. Mais bon, on est, si je reviens ici, on est juste là. C'est peut-être Charny, peut-être le village que je vous montre. Peu importe, 1200 habitants environ. Quelques chiffres en Île-de-France. Pour l'aire urbaine de l'Île-de-France, c'est 1281 communes. La région Île-de-France. Paris, c'est une commune. Et il y a tout un ensemble d'autres communes, dont certaines très petites. L'aire urbaine de Paris, c'est-à-dire le pôle urbain plus la couronne périurbaine, c'est environ 1800 communes, un tout petit peu moins en tout cas en 2010, dont 1400 environ sont périurbaines. Ça vous donne des ordres de grandeur. Et sur ces 1400 communes, je crois que de mémoire, la population moyenne, c'est 1285 habitants. La population moyenne. Dans 85% des cas, presque 9 cas sur 10, c'est moins de 2000 habitants. Pourquoi je vous donne ces quelques chiffres? Pour vous dire que ce cas-là est plutôt typique. Une commune de 1200 habitants, c'est typique du périurbain. Il y a aussi quelques petites villes, certaines même assez importantes, dans 10-15% des cas, mais dans près de 9 cas sur 10, c'est plutôt des petites communes. Alors après, les communes rurales, il y en a de toutes les formes, l'urbanisation est plus ou moins diffuse, tout dépend du parcellaire agricole d'origine, il y a tout un ensemble de facteurs qui se mélangent pour donner des configurations très différentes. Mais là, en Seine-et-Marne, ça c'est une configuration assez typique. Plateau céréalier, forte concentration de la propriété foncière qui se retrouve après dans la concentration de l'urbanisation. Et alors quand vous interrogez des gens qui habitent là, ils ne disent pas « je suis un périurbain ».
Ça ne fait pas partie des concepts à partir desquels on se construit, on se donne une image de soi, sachant que l'image de soi, aujourd'hui, beaucoup de sociologues l'ont montré, je vous invite, beaucoup de sociologues anglais ont travaillé là-dessus, notamment Tim Butler, par exemple. L'image de soi est extrêmement liée à l'image du lieu où on habite. Et on choisit d'ailleurs le lieu où on habite en fonction de l'image que l'on se fait de soi et que l'on veut donner de soi. Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es. Mais le choix résidentiel, si vous voulez, quand vous vivez dans des sociétés traditionnelles où vous naissez et puis après vous mourrez à l'endroit où vous êtes né, la question du lieu où vous habitez n'est pas si important que ça, en tout cas en interne, aujourd'hui, dans la définition de votre identité, aujourd'hui que l'on choisit le lieu où l'on habite, c'est un élément constitutif de l'identité. C'est là où image des lieux et image de soi s'entremêlent. En tout cas, les gens se représentent ici comme habitant ce lieu, comme un village, et ils se représentent comme habitant un village, habitant à la campagne, mais pas n'importe où. Ils n'habitent pas un trou perdu. Ils habitent à la campagne près de Paris. Ah oui, ça change. C'est la campagne, mais près de Paris. C'est ça, le périurbain parisien. Ou à la campagne, près de Toulouse. Il y a des gens qui vont... Il y a des campagnes qui existent avec des gens qui vont revendiquer le fait d'habiter à la campagne, loin des métropoles, dans la vraie campagne. Mais là, vous êtes dans la campagne, près des villes. Et cette image, ils la ressentent, cette identité, ils la ressentent dans ce cliché-là, l'exprime très bien. En tout cas, quand on voit ce que disent les gens. C'est-à-dire que quelque chose qui différencie... Vous habitez une maison. Alors, il y a celles qui sont en bordure des champs, donc vous avez la vue sur des zones non bâties. Là, vous avez une position assez spécifique que vous retrouvez moins facilement en banlieue. Mais si vous êtes au milieu du lotissement ou de l'ensemble pavillonnaire, vous n'avez pas une vue, vous avez d'autres maisons autour de vous. Et ce qui vous distingue de l'habitant de la banlieue, de l'agglomération, de la zone étalée, au sens où je l'évoquais tout à l'heure, c'est que pour rentrer chez vous, vous passez par là. Vous traversez des champs. Vous vous extirpez de la masse urbaine, de la nappe urbaine. Et parfois, il y a dans des entretiens, il y a quelque chose de moral là derrière. Hein, c'est un peu vous lavez de la ville, vous nettoyez. Bon, avec tous les pesticides qu'il y a là, je ne sais pas si on se nettoie tant que ça, mais en tout cas, il y a l'idée morale de s'éloigner de la banlieue, de la ville, de cette masse énorme, et de rentrer dans votre village tranquille. Alors là, c'est encore bien, c'est bien, vous avez donc la route qui sinue au milieu des champs, vous avez les clochers, les petites maisons autour, l'image ça fonctionne bien. C'est ça le périurbain. Donc là, vous voyez l'écart entre ça et l'image que je vous montrais tout à l'heure d'Alex MacLean. On est dans un paysage, dans un rapport au territoire qui est totalement différent. Même si il y a une dépendance à la voiture qui est aussi importante, même si on habite des maisons qui peuvent être en termes d'architecture très similaires, mais l'organisation d'ensemble est très différente. Et ça se retrouve dans les données de l'INSEE, cette affaire-là. Cette idée de vivre dans un village, à la campagne, près de la ville. L'INSEE donc a des critères qui sont des critères de continuité bâtie, de dépendance fonctionnelle que j'évoquais tout à l'heure. Et puis il y a un vieux critère par lequel on distingue l'urbain du rural, qui est un critère très ancien. On parle de ville, d'urbain en tout cas, à partir du moment où on a une zone bâtie agglomérée, donc de la continuité bâtie, qui fait plus de 2000 habitants. Alors aujourd'hui, 2000 habitants, pour la plupart d'entre vous, je pense que 2500 habitants, ça ressemble plus à un village qu'à la ville. Mais c'est ce critère ancien. Petite anecdote, il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été amené à évaluer, enfin on m'a demandé mon avis sur l'intérêt d'un projet d'ouvrage qui portait sur les villes médiévales. Je ne suis pas très familier de cette littérature. Et puis, assez vite, j'ai commencé à me poser des questions parce que je ne comprenais pas bien ça ne collait pas. Je me disais, il y a un truc bizarre dans ce que je lis, jusqu'à ce que je vois qu'on parlait d'une ville importante à l'époque de 2500 habitants. Voilà, donc il y a eu une époque où la ville, c'était quelque chose de beaucoup plus limité que ce que c'est aujourd'hui. Mais ce critère-là peut à nouveau être utilisé pour distinguer
et l'INSEE l'utilise, pour distinguer les gens qui vivent dans des pôles qui concentrent un minimum de services. Je vais vous montrer un cliché sur lequel je reviendrai plus tard. Ça, par exemple, c'est Quincieux, au nord de Lyon. Il doit y avoir 3500 habitants. Vous avez quand même un espace un peu central, une pharmacie, des commerces, une banque, etc. Vous avez un minimum de centralité. En dessous de 2000, surtout dans le périurbain, en général, vous avez l'école, la mairie, peut-être un commerce, mais pas... Voilà, c'est beaucoup plus résidentiel. Donc ça correspond à quelque chose, mais en tout cas, selon ce critère-là, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est l'INSEE qui a fait les calculs, selon ce critère-là, évidemment, dans les grands pôles urbains, par définition, 100% de la population est urbaine, mais dans le périurbain, bah, vous avez 55%, c'est-à-dire la majorité de la population, qui est rurale, qui vit donc dans des communes de moins de 2000 habitants. Peut-être que vous avez du mal à faire le lien avec le fait que je disais tout à l'heure, près de 9 communes sur 10 ont moins de 2000 habitants, mais évidemment, c'est qu'elles pèsent moins en termes démographiques. Il y a plus de population dans les grosses communes. Et donc, même selon ce critère-là, la moitié de la population périurbaine est rurale. Donc on est bien dans cette idée d'hybride, de mélange. Et aujourd'hui, les chercheurs l'ont constaté, les observateurs, les acteurs qui travaillent sur la ville, hein, il n'y a pas que les chercheurs qui observent la ville, tout le monde l'observe et ça en fait une idée. Et aujourd'hui, s'affirme de plus en plus l'idée qu'autour des villes, on n'a pas simplement du pavillonnaire. Alors là, ce qui se passe autour des villes, ce n'est pas du tout réductible à la question pavillonnaire. Ça n'est plus réductible à la question pavillonnaire. Il y a aussi une autre question, qui est celle du périurbain, ou de cette hybridation entre la ville et la campagne. Et j'en viens à ça. Document que vous connaissez très certainement, donc qu'on trouve dans un ouvrage, un des ouvrages les plus importants de l'histoire de l'urbanisme, donc où Ebenezer Howard élabore en termes théoriques et conceptuels le modèle des cités-jardins. Donc on est là aux environs de 1900. Et Ebenezer Howard, une des questions qui se pose, avant d'arriver au modèle des cités-jardins et à proposer comme utopie, là, avec le succès que vous savez, à proposer l'utopie de la cité-jardin, se pose une question, il se dit, il y a des avantages à la campagne, et il y a des avantages à la ville. Il y a aussi des inconvénients à la ville qui fait qu'on va pouvoir préférer les avantages de la campagne, et réciproquement, il y a des inconvénients à la vie rurale qui fait qu'on va pouvoir préférer les avantages de la vie urbaine. Et là, c'est en anglais, vous avez une liste d'avantages. Alors par exemple, dans la ville, vous avez des opportunités de contact social. Vous pouvez rencontrer des tas de gens différents, alors que dans votre village, surtout que là, il écrit quand même, le document, quand je vous le rappelle, a été publié aux environs de 1900, enfin, il y a eu plusieurs versions. La campagne, c'était plus compliqué. Pareil pour les emplois, il y a plus d'opportunités en ville. Par contre, pour ce qui est de la pollution, surtout en 1900, en ville, la vie était difficile. La campagne, l'air était plus pur, plus respirable. Donc il y avait des avantages et des inconvénients. Et son idée, au travers de la cité-jardin, c'est de ne prendre que les avantages de la ville et les avantages de la campagne et de les réunir dans la cité-jardin. D'essayer d'aller au-delà de la formule humoristique qu'on prête à Alphonse Allais, mais qui apparemment, c'est pas lui qui l'a formulé la première fois. On s'est trompé avec les villes, on aurait dû les mettre à la campagne. Enfin, c'est un peu cette idée-là. Et le périurbain aujourd'hui en France, mais il n'y a pas qu'en France que ça se passe comme ça. Il y a d'autres pays dans lesquels on retrouve, de très nombreux autres pays dans lesquels on retrouve des dynamiques comparables. La France étant assez spécifique pour des raisons que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais qui tiennent essentiellement à sa fragmentation communale. Mais on retrouve cette recherche de la ville à la campagne. En fait, qu'est-ce qui se passe? On va s'installer à la campagne, et grâce à la mobilité, aux possibilités de mobilité quotidienne, et principalement grâce aux possibilités qu'offre la voiture, on accède aux ressources de la ville. Quand on s'implante dans les villages que je présentais tout à l'heure, on vit à la campagne, en tout cas dans un environnement qu'on peut appeler campagnard, selon un certain nombre de critères, même si par exemple l'activité agricole n'a pas un poids d'économique déterminant, notamment en termes de nombre d'emplois. Mais
grâce à sa voiture, eh ben, on peut travailler, on peut accéder aux ressources de la métropole. Et d'une certaine manière, les habitants des campagnes périurbaines, les habitants des villes, par leur mobilité résidentielle, par leur choix d'emménager dans les villages périurbains, ont inventé de manière pragmatique, sans que ce soit organisé par des aménageurs, sans que ce soit planifié, une solution au problème de Howard, de conciliation des avantages de la ville et de la campagne. Ça, aujourd'hui, on en est pleinement conscient, ce qui change quand même un peu les données du problème et la manière dont on regarde le périurbain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le périurbain, mais si vous voulez, on le regarde aussi, voilà, c'est cet espace hybride entre ville et campagne. Parce que si on a, parce qu'on peut dire, voilà, bon, ça c'est de l'étalement. La ville de Toulouse s'étale. Son agglomération ne s'étale plus, mais le périurbain s'étale, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Mais si on dit qu'on arrête cet étalement-là, ça veut dire qu'on arrête toute la dynamique actuelle portée par le périurbain de revitalisation du rural. Certains parlent, Pierre Merlin, ancien directeur de l'Institut français d'urbanisme par exemple, d'exode urbain. Et vous lisez parfois dans la presse, il y a une nouvelle dynamique des territoires ruraux. Ils attirent de nouveaux habitants. Mais, en très large part, cette dynamique des territoires ruraux, elle est portée par la périurbanisation. Pas tous les territoires ruraux, vous avez des territoires dans la Drôme, par exemple, qui se développent hors dynamique de périurbanisation. Mais pour une grande part d'entre eux, les territoires ruraux sont dynamisés par cette logique de périurbanisation. Donc que faut-il faire? Empêcher l'étalement des aires urbaines et donc affaiblir cette dynamique qui porte le développement de territoires ruraux, ou développer les territoires ruraux au nom, par exemple, de l'égalité des territoires, du nom du défunt ministère. Alors j'avance un peu, donc vous voyez là une évolution du regard, hein. On est passé de l'image de l'étalement qui dominait le débat public, notamment chez les professionnels et chez les chercheurs, à une image de la ville-campagne qui est en train de se diffuser, elle aussi, dans le débat public. On a longtemps aussi assimilé périurbanisation à pavillon, et pavillon à urbanisation peu dense. Et urbanisation peu dense à horreur environnementale. Il y a l'horreur économique, il y a aussi l'horreur environnementale. Ça, c'est encore un discours très présent, qui structure aujourd'hui notre cadre, je dirais, législatif, et le cadre d'action politique au niveau national, mais qui là aussi est de plus en plus mis en cause. Je vais passer assez vite, mais je pense que c'est important que vous ayez quelques idées là-dessus, sur l'état des débats sur ces questions-là. Mais par exemple, il y a une courbe qui existe, qu'on appelle la courbe de Newman et Kenworthy, qui montre que plus les villes sont peu denses, plus on habite dans du pavillonnaire, plus on consomme d'énergie dans les transports. Ça semble assez logique. Les Parisiens qui habitent dans le centre de Paris, dans Paris intramuros, c'est là où il y a le taux de motorisation, possession de voitures le plus faible. Pourtant, ce n'est pas là que se trouvent les gens les plus pauvres. Ce n'est pas une question économique, c'est bien une question d'environnement urbain. Cet environnement urbain fait qu'il est plus efficace et moins coûteux de se déplacer en transport en commun, en vélo, à pied, qu'en voiture. Et donc on utilise moins la voiture dans ce type d'environnement que dans des zones moins denses. Mais aujourd'hui, un certain nombre de chercheurs ont discuté cette idée-là, ont montré qu'il y a sans doute un avantage en termes de consommation d'énergie dans les transports au centre, mais pas aussi important qu'on l'a longtemps imaginé, notamment en raison de ce que... Alors là, je vous présente une thèse qui a été faite à l'école des Ponts et Chaussées par Hélène Nessy, maintenant elle enseigne à Nanterre, à l'université Paris-Ouest, qui montre ce qu'on peut appeler une mobilité de compensation, c'est-à-dire que par exemple les ménages avec enfants qu'elle a étudiés dans le centre de Paris font moins de kilomètres pour aller travailler, mais ils en font plus pour leurs loisirs.
C'est-à-dire que le fait d'avoir une maison avec un jardin, ça vous ancre plus le week-end chez vous, surtout si vous avez des enfants, que lorsque vous habitez le centre de Paris. Bon, il faudrait aller plus loin, il faudrait voir quels sont les modes utilisés pour ces kilomètres, c'est-à-dire que les périurbains, non seulement pour leur domicile-travail, font plus de kilomètres, mais ils les font plus en voiture, alors qu'au centre de Paris, on les fait plus en transport en commun, en vélo, enfin avec des modes qui ont un impact en termes de consommation d'énergie ou d'émissions de gaz à effet de serre bien moindre. Mais en même temps, pour ce qui est des loisirs, tout dépend aussi si vous faites les kilomètres supplémentaires, si vous les faites en avion, l'impact environnemental est énorme. Voilà, donc là, je passe assez vite, mais ce qui est assez clair aujourd'hui, c'est qu'il est plus difficile de dire que, que vraiment, en termes de mobilité, le périurbain, c'est pas possible, il faut arrêter. On a la même chose pour l'énergie dans le bâtiment. Ce sont des travaux de Mijit Basia, qui enseigne à Tours. Là aussi, je passe assez vite, mais si vous prenez une couleur, c'est la technique d'isolation équivalente. Et vous voyez qu'il y a un gain lié à la densité, jusqu'à un certain point, parce que quand vous atteignez des très hauts niveaux de densité, vous avez des pertes en apport d'énergie solaire, par exemple. Vous êtes en rez-de-chaussée avec des immeubles de 7 étages, vous avez du mal à gagner de la chaleur du soleil. Et disons que, voyez, quand vous passez du pavillonnaire peu dense à un certain niveau de densité dans le collectif, vous gagnez en consommation d'énergie à technique d'isolation équivalente. Mais ce qu'il y a, c'est que les gros gains se trouvent dans les techniques d'isolation. Donc, oui, il y a un avantage à l'habitat collectif, mais en termes d'isolation, l'habitat, c'est vraiment la technique qui peut avoir les meilleurs gains. Et dans ce domaine-là, il y a des débats, hein, le sujet n'est pas du tout complètement fermé, mais il y a des débats. Et une des thèses qui circule, c'est que l'habitat individuel présente un degré de flexibilité, d'adaptabilité plus grand que le collectif. C'est-à-dire quand il s'agit de doubler des murs, quand il s'agit de mettre des panneaux solaires sur le toit, quand il s'agit de faire des puits canadiens ou des pompes à chaleur. Si vous tapez pompe à chaleur sur Internet, vous avez des images de maisons individuelles qui sortent. Vous voyez, l'habitat individuel n'est pas complètement à bannir. C'est-à-dire que la question aujourd'hui telle qu'elle se pose, c'est moins de dire il y a un espace plus dense, c'est mieux que moins dense. En tout cas, c'est encore en débat, mais ce vers quoi on tend, c'est de sortir du débat sur la densité pour dire que chaque espace a des atouts et des inconvénients. Et il s'agit de travailler sur les atouts de chaque type d'espace. Donc la ville dense a un certain nombre d'atouts, elle a aussi un certain nombre de problèmes, l'îlot de chaleur, etc., la congestion. La ville peu dense ou la ville périurbaine ou le périurbain, de la même manière, a des atouts, mais il a aussi d'autres inconvénients, plus forte dépendance automobile, qui présente aussi des enjeux sociaux, parce que ça a un coût, la mobilité automobile. Voilà. Et donc on est moins dans ce débat, la ville périphérique, peu dense, c'est l'horreur environnementale. Alors ça pose aussi des questions par rapport au réseau de chaleur. Effectivement, la densité est plus favorable à des réseaux de chaleur qui amènent une gestion collective de la question du chauffage. Dernier point sur la question de l'horreur environnementale. Je passe vite là aussi pour avancer sur mes deux derniers points. C'est la question de l'artificialisation. Alors là, je vous présente mes propres réflexions sur le sujet. Quand on pense habitat individuel... Alors là, je vais être assez critique du périurbain, pour le coup. Autant, vous voyez, j'ai eu un discours plutôt positif sur périurbain égale ville-campagne. C'est génial, on a trouvé de manière pragmatique la solution au problème de Howard. Les Français sont vraiment extraordinaires. Oui, mais il y a quand même quelques petits inconvénients et problèmes. Je vais terminer là-dessus. Après, on discutera. Première question, l'artificialisation. Alors là, on est dans des sujets qui sont, là aussi, en termes de recherche, des débats. Je participe à un projet de recherche qui s'appelle Péritel, sur lequel, qui nous amène à réfléchir à ces questions, et j'espère que nos résultats nous permettront d'avancer dans les débats. Il y a un débat, en tout cas dans le débat public, vous avez sans doute entendu parler d'un département tous les 7 ans.
Non, vous avez entendu parler d'un département tous les 7 ans? Si, je vois quand même quelques têtes qui hochent. Auparavant, on parlait d'un département tous les 10 ans. Le un département tous les 7 ans, c'est l'artificialisation. Sous l'effet de l'urbanisation, on a, en terres agricoles et naturelles, l'équivalent d'un département qui disparaît tous les 7 ans. Et quand on entend ça, on se dit, bah, c'est pas possible. Il faut arrêter le pavillonnaire, qu'il soit périurbain ou étalé sous la forme que je présentais au début de cet exposé. Peu importe, il faut arrêter le pavillonnaire. Ça paraît assez évident. En ville, vous pouvez avoir une parcelle, je ne sais pas, 300 mètres carrés. Vous avez facilement 3 commerces, une petite cour et 7 étages, 6 ou 7 étages avec des appartements familiaux. Vous en avez 2 par étage. Dans le périurbain ou dans une commune comme celle-ci, qu'on trouve en Île-de-France, 300 mètres carrés, c'est petit pour une maison individuelle. Ici, vous avez cette commune, donc, qui s'appelle les Alluets-le-Roi, en Île-de-France. Vous voyez à peu près la tâche, disons, artificialisée de cette commune. Et la taille moyenne des parcelles, c'est environ 1000 mètres carrés. Je vous parlais d'une parcelle de 300 mètres carrés, on peut mettre 3 commerces et 2 appartements familiaux par étage. Là, vous avez une maison sur 1000 mètres carrés. Vous voyez l'écart énorme en termes d'artificialisation. Il y a des chiffres qui circulent. On estime que par personne, si ma mémoire est bonne, là c'est toujours pareil, je vous parle de mémoire, si ma mémoire est bonne, on estime que l'artificialisation par individu, par personne, dans le périurbain, c'est 850 mètres carrés. Dans l'urbain, dans les pôles urbains, c'est 100 mètres carrés. Donc par personne, c'est 8 fois plus. C'est énorme. On multiplie par 8 les surfaces artificialisées. Donc ça reste encore aujourd'hui un élément de condamnation, non pas tant du périurbain que de l'habitat individuel. En fait, je vais peut-être vous surprendre, mais il me semble que cette condamnation est tout à fait excessive. Bon, déjà vous sachez qu'il y a des querelles de chiffres très fortes, très vives sur la mesure de l'artificialisation, à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs. C'est-à-dire que là, vous considérez que tout ça est artificialisé. Pourtant, ce sont des jardins. Et les exploitations céréalières juste à côté, vous les considérez comme non artificialisées. Pourtant, en termes de biodiversité, ça se discute sérieusement. Bon, il y a ce genre de débat. Il y a des débats aussi sur la manière de mesurer, parce que est-ce qu'on mesure par sondage, est-ce qu'on mesure par tâche, enfin bon, je vous passe les débats. J'ai fait quelques petits calculs très simples à partir des chiffres les plus alarmistes, ceux fournis notamment par le ministère de l'Agriculture, qui met en cause donc l'extension des villes au détriment des terres agricoles. Et c'est vrai que par exemple en Seine-et-Marne, l'urbanisation s'étend sur des terres parmi les plus productives au monde. Donc j'ai pris les chiffres les plus alarmistes, puis je me suis dit, bon, on a un département tous les 7 ans, mais vers quoi on va? En fait, on ne va pas vers en termes quantitatifs, vers quelque chose de si problématique que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 9% de la surface de la France qui est artificialisée, selon ces chiffres. Mais si on suppose que tout le monde, tous les habitants des villes, tous les habitants de Paris, de Lyon, de tous les centres-villes, se mettent à habiter dans des maisons de ce type-là, sur des parcelles de 1000 mètres carrés de terrain, si on tient compte de la croissance démographique, si on maintient un certain stock de résidences secondaires, si on tient compte, j'ai tenu compte des infrastructures, des surfaces commerciales, etc., on arrive à peu près 11% d'artificialisation du territoire français. C'est-à-dire que même si tout le monde se mettait à habiter dans des maisons individuelles sur 1000 mètres carrés de terrain, ce qui est déjà assez conséquent, même si donc, voilà, c'est une hypothèse assez extrême, on arrive finalement on passe de 9 à 11. Ce qui montre bien qu'en fait, on a la place en France. Alors vous me direz, oui, mais quand même, si on se promène en périphérie des villes, il y a bien un problème. On voit des maisons poussées partout, des zones d'activité se développer, des zones commerciales. On voit l'urbanisation pousser partout. Nos campagnes sont toutes atteintes
d'une manière ou d'une autre par cette urbanisation, surtout lorsqu'elles sont proches des grandes villes. Donc on dit qu'il y a quand même un problème. Eh bien, le problème n'est pas tant quantitatif que qualitatif. On doit s'arrêter à 15 heures, hein, c'est ça? Donc juste pour vous donner là-dessus, pour comprendre un des enjeux de la périurbanisation, le problème quantitatif, donc vous voyez, mais ça aussi ça a à voir avec les images. Qu'est-ce qui se passe? La périurbanisation, c'est ça. Ça, c'est la ville, l'aire urbaine de Dijon. Donc il y a un cercle rouge qui représente la surface artificialisée pour Dijon, pour le pôle urbain, donc la ville et ses banlieues, et puis des petits cercles pour la surface artificialisée de chacune des communes du périurbain de Dijon. Ce cercle-là, c'est la même superficie que tous les autres cercles de la figure précédente. De mémoire, là encore, mais il y a un article, vous pourrez regarder les chiffres, ça s'appelle « L'artificialisation est-elle vraiment un problème quantitatif ?» C'est en ligne, c'est un beau titre. Vous avez, je crois, 16 communes pour le pôle urbain, donc une ville-centre, Dijon, et 15 communes de banlieue. Et en fait, toute la surface artificialisée de l'aire urbaine, faisons une hypothèse farfelue, mais c'est juste pour raisonner. On rase les villages, on rase tout, et on reconcentre tout ça ici. Ben, il n'y a plus que 21 communes, contre pas loin de 300, je crois, pour l'aire urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça permet de comprendre ce qui se passe. En fait, ici, là, vous avez la densité, on n'a rien changé, on a gardé la même surface artificialisée. Donc les gens qui habitent des maisons dans les villages, au lieu d'habiter dans les villages, ils les habitent en périphérie de la ville. C'est-à-dire là, on l'étale, la ville, façon sur le modèle du cliché d'Alex McLean que je vous montrais tout à l'heure. C'est-à-dire là, on fait ce qu'on ne doit pas faire, on étale la ville. On tartine de pavillons autour, en périphérie de Dijon. Au lieu de l'émietter dans les campagnes. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que lorsque vous construisez, par exemple, 100 pavillons, c'est pas beaucoup construire 100 pavillons. Le modèle français actuel, c'est que, eh bien, vous avez ces 100 pavillons, vous pouvez les mettre un pavillon dans 100 communes, 10 dans 10 communes, ou, modèle ici, vous les mettez en extension du pôle urbain. C'est là que j'en arrive à l'image. L'impact paysager n'est absolument pas le même. Mettez 100 maisons en périphérie de l'agglomération de Paris, l'impact paysager, alors ça va consommer la même surface agricole, mais l'impact paysager n'est pas du tout le même que si vous mettez une maison dans 100 villages ou 10 maisons dans 10 villages. Vous avez des villages, aujourd'hui, vous avez un écart ou un hameau, et puis on va mettre 3 maisons. Pour peu que ces 3 maisons, elles soient à flanc de coteau, qu'elles regardent bien le sud, vous les voyez à des kilomètres à la ronde. Elles ont un impact paysager fort. Alors qu'en extension d'un pôle urbain, leur impact paysager est bien moindre. Et donc, c'est là où je veux en venir, c'est que c'est moins la maison en tant que telle, que ces logiques d'implantation, qui donne un impact paysager, qui donne cette idée qu'il y a une marée pavillonnaire. En fait, ce n'est pas une marée, justement, c'est tout sauf une marée. Mais c'est une diffusion de l'habitat individuel dans tout un ensemble de petits villages. Et un des problèmes que ça pose, ce n'est pas seulement un problème visuel. Alors c'est déjà très important, ce problème visuel. Qu'on pourrait travailler en développant un urbanisme et une architecture de village. C'est-à-dire comment intégrer des extensions dans des villages. Ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne sait pas faire en France. Alors, il y a des pays où on y réfléchit, mais en France, il y a des gens qui réfléchissent en France, mais ça reste très embryonnaire et on est très loin d'avoir réglé le problème. Parce qu'en France particulièrement, ça c'est une des spécificités du périurbain français, c'est que là, chaque petit territoire, vous avez un maire. Et le maire décide des règlements d'urbanisme à l'échelle de chacun de ces petits territoires. Et l'intercommunalité dans le périurbain, on est encore loin du compte. Oui. Alors, la métropole de Lyon, par exemple, c'est 59 communes. On en parle beaucoup de la métropole de Lyon, mais l'aire urbaine de Lyon, c'est 514 communes. Donc, si vous voulez, le périurbain est totalement hors du champ de la loi des métropoles. Oui, alors on pousse au rassemblement des communes, à créer des nouvelles communes, et puis on a fixé un seuil minimal
Pardon? Non, non, je crois qu'on était parti sur 20 000 et il faudrait revérifier, mais selon ce que j'ai en tête, on est arrivé à 15 000 en population minimale, solde de population minimale pour les intercommunalités. Mais même dans la plupart, les enquêtes de sciences politiques qui sont menées, il y en a peu sur les intercommunalités périurbaines, montrent bien que les maires conservent un pouvoir déterminant. Et même dans des grandes intercommunalités, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur l'île, par exemple, on voit bien que les maires conservent un pouvoir très important en matière d'urbanisme. Donc l'urbanisme est décidé à l'échelle de chacune de ces communes et on a un problème paysager, c'est-à-dire de capacité à intégrer 3 maisons supplémentaires dans un noyau villageois. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, on parle beaucoup de trames vertes et bleues. Mais si on faisait de l'étalement urbain, c'est-à-dire ce qu'on ne doit pas faire, là, on n'a plus de problème de trames vertes et bleues. Je veux dire, les campagnes sont vierges de toute urbanisation. Encore une fois, c'est un modèle pour réfléchir. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est juste pour réfléchir. Donc, des fois, les gens disent « Vous voulez raser les villages, vous êtes fous ». Non, ce n'est pas du tout ce que je propose. Je propose de réfléchir. Ce qui est très différent. Pareil, en termes de cohabitation, parce qu'un des gros problèmes de l'agriculture, c'est aussi, vous faites passer vos engins la nuit, vous avez les voisins qui sont dans leur pavillon, ils dorment, il y a des conflits autour de l'usage de l'espace. C'est pareil, dans l'autre option, ces conflits disparaissent. Et dernier élément, en termes de mobilité automobile, vous avez un éloignement moyen ici. J'ai calculé, assez simplement, entre là et là, vous avez un éloignement moyen à l'emploi qui diminue de 10 km, ou qui augmente de 10 km. Allez, vous avez 20 km aller-retour, qui se font généralement en voiture. Donc ça a un coût en termes de budget et en termes d'environnement. Donc vous voyez, c'est très important d'avoir cette image, de comprendre cette image de la ville émiettée, de sortir de la question du sprawl qui renvoie tout le débat sur les formes urbaines à la question de la densité. Vous voyez qu'ici, la densité est exactement la même. C'est ça qui est intéressant dans ce schéma, c'est-à-dire que la densité d'occupation du sol est la même. Les gens habitent les mêmes maisons. Et ça change. Pourtant, ces deux configurations sont très différentes. Donc, vive la ville-campagne, mais ça pose quand même un certain nombre de questions. Ce que je propose, c'est de se poser les bonnes questions et pas les mauvaises, c'est-à-dire de se centrer sur le pavillon ou sur la lutte contre l'étalement urbain qui n'existe plus. Enfin bon, voilà. Alors, je terminerai juste par deux... Bon, ça, j'arrête pour... Peut-être qu'on va arrêter là. On verra. En fait, c'est quand même sur l'image du périurbain. Un autre élément sur l'image du périurbain qui permet de reboucler sur cette question du village, c'est le vote FN. Vous avez il y a en France un géographe très influent qui s'appelle Jacques Lévy, qui a publié des cartes vous en avez peut-être vu certaines en anamorphose, c'est-à-dire qui représentent les communes, non pas en fonction de leur surface géographique, mais de leur population. Donc, par exemple, la ville de Paris occupe une place beaucoup plus importante que toutes les petites communes périurbaines. Et ces cartes en anamorphose montrent bien qu'il y a un vote Front National plus important dans le périurbain. Et ces thèses qui se sont diffusées dans les années 2000, qui restent très présentes dans le débat public, par exemple dans l'entre-deux tours de 2012, Jacques Lévy, avec Hervé Lebras, a publié certaines de ces cartes montrant l'importance du vote en faveur du Front National, en l'occurrence en 2012, donc Marine Le Pen, dans les couronnes périurbaines. Ça a été publié en pleine page dans Le Monde, dans l'entre-deux tours, entre les deux. Donc là, ça contribue à une image du périurbain. Image qui ramène en partie au débat que j'ai présenté au début de ma présentation. Pourquoi? Parce que Jacques Lévy a une théorie, il théorise il y a un constat, une corrélation, disons, entre localisation périurbaine et vote Front National. Et Jacques Lévy a une théorie
une manière d'appréhender qui lui permet d'appréhender les qualités des espaces. Cette théorie ou ce concept, c'est celui de gradient d'urbanité. Elle est construite à partir d'un concept qui est celui de gradient d'urbanité. Et le gradient d'urbanité, c'est plus vous avez de la diversité, de la densité, diversité de peuplement, diversité d'activité, de la densité de peuplement et de la densité d'activité, plus vous avez de l'urbanité. C'est-à-dire plus vous êtes au quotidien exposé à des choses différentes, des perspectives différentes de la vôtre, et tout un ensemble de choses qui vous ouvrent l'esprit, qui vous incitent à une certaine forme de civilité, qualité de la personne urbaine qui vit en ville. Et du point de vue de Jacques Lévy, le périurbain se caractérise par une sous-urbanité. Grande homogénéité architecturale, faible densité, homogénéité du peuplement. Je n'ai pas eu le temps de développer, mais c'est vrai, il y a eu, à l'échelle de chaque village, il y a une beaucoup plus grande homogénéité du peuplement que dans les centres des villes, même les centres des villes gentrifiés. Il y a quand même encore beaucoup de diversité de peuplement. Et puis, vous avez de la spécialisation fonctionnelle, c'est-à-dire on a une grande diversité, mélange habitat, commerce, activité, tout un ensemble de choses très mélangées à des échelles très fines dans le centre d'une grande ville. Dans le périurbain, vous avez la zone résidentielle, le petit noyau villageois, des zones d'activité quand il y en a qui sont totalement séparées. Enfin voilà, hein, la zone commerciale, pareil, séparée. Donc cet urbanisme fonctionnaliste est encore très présent et domine largement ces espaces périurbains. Donc du point de vue de Jacques Lévy, et selon d'ailleurs ses objectifs, il y a une sous-urbanité. Et donc cette sous-urbanité, il la relie au vote Front National, c'est-à-dire que cette manque d'exposition à la diversité, évidemment, il le relie au fait que les gens qui habitent le périurbain, ils ont choisi d'habiter là. Et ayant choisi d'habiter dans un environnement sous-urbain, déficient en termes d'urbanité, ce n'est pas un hasard s'ils se retrouvent à voter Front National. Et là, vous voyez un retour ou une présence, toujours sous d'autres formes, des thèses opposant, mais Jacques Lévy est aussi de cette génération-là, de ceux qui ont été les grands protagonistes de ce débat sur la ville émergente, opposant la ville et l'urbain, façon Françoise Choët. Eh bien, je terminerai là, avant de vous passer la parole, un peu trop brièvement peut-être. Ces thèses de Jacques Lévy sont tout à fait contestables et discutées par tout un ensemble de chercheurs, dont je fais partie. Alors, je vous montre ici juste un graphique qui a été produit par Michel Bussy, celui qui écrit les romans à succès. Le même, il est aussi géographe, chercheur, et donc là il a publié un texte avec d'autres, Jérôme Fourquet et Céline Collange, dans la revue française de sciences politiques en 2012, montrant que, en fait, ce qui se passe, c'est que le vote Front National, il augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne des centres. Et les enquêtes montrent que ce n'est pas tant le fait d'habiter une commune périurbaine, parce que par exemple avec des collègues on a travaillé et on a publié un article d'ailleurs discuté par Jacques Lévy ensuite sur un site qui s'appelle La vie des idées, à propos donc à partir d'une enquête qu'on a menée dans une commune des Yvelines qui s'appelle Châteaufort. Châteaufort, c'est une commune très bien localisée, c'est une des communes périurbaines les plus proches du centre de Paris, avec un beau patrimoine ancien, architectural, dans un bel environnement, peuplé de cadres supérieurs plutôt. Marine Le Pen, au premier tour de l'élection présidentielle de 2012, a fait 6,82%. Donc on est très nettement en dessous de la moyenne. Donc on n'est pas du tout dans cette logique, le périurbain qui vote Front National. En fait, ce qui se passe, c'est que le périurbain qui vote Front National, c'est principalement un périurbain éloigné, c'est-à-dire ceux qui arrivent les derniers ou qui ont le moins de moyens, qui doivent s'éloigner particulièrement parce que, je terminerai juste là-dessus, si vous voulez, ceux qui habitent là dans les communes périurbaines les plus proches du pôle de Dijon, ce qui les définit, c'est ce cadre villageois. Et du coup, ils mettent en place des règlements d'urbanisme pour préserver ce cadre villageois. Donc ils arrêtent de construire des maisons individuelles. D'ailleurs, au motif qu'il faut lutter contre l'étalement urbain. Il faut arrêter de construire des maisons individuelles. Mais du coup, ceux qui cherchent toujours des maisons individuelles et qui veulent aussi habiter dans ce cadre de vie villageois, ils vont chercher plus loin.
C'est ça qui fait que le périurbain s'étend. Et plus loin, il rencontre quoi? Des communes rurales où les gens se disent « Ah c'est bien, on va revitaliser notre commune, on va accueillir de nouveaux ménages, on va peut-être ouvrir des classes, redévelopper notre école, etc. » Donc ils accueillent ces nouveaux ménages jusqu'à ce que ces nouveaux ménages eux-mêmes veuillent préserver leur cadre de vie villageois et les autres aillent encore plus loin. C'est ça qui fait que le périurbain s'étend. Mais à force de s'étendre, justement, les gens s'installent. Aujourd'hui, les acquéreurs de maisons individuelles neuves, leur revenu, c'est typiquement quelque chose comme 2 gros SMIC. On va dire 2500 € avec 2 enfants, quand vous avez une traite à 800 € et qu'il faut dépenser 500 € par mois dans les transports en voiture, la vie n'est pas forcément simple. Et on se retrouve avec un problème, des problèmes sociaux, de budget, et qui se traduisent par une insatisfaction. Alors, ce n'est pas le seul élément, mais en tout cas qui peuvent contribuer à renforcer un vote Front National, surtout que les populations qu'on retrouve dans les couronnes périurbaines les plus lointaines font partie des populations les plus perméables aux thèses du Front National. Et je terminais sur le droit à la ville remis en question, parce que là, quand on a réglé le problème des banlieues, pas réglé, non, on n'a pas réglé, je suis désolé, je suis en train de... Je devrais m'arrêter, en fait. Quand on a parlé du problème des banlieues, on a beaucoup discuté en termes de droit à la ville, accès au centre, accès aux ressources du centre, etc. Et donc on a, et encore aujourd'hui, on est tout à fait dans cette logique-là. Mais les problèmes qui se posent dans le périurbain aujourd'hui ne peuvent plus vraiment être traités dans cette optique-là. Certains d'ailleurs parlent de droit au village. En tout cas, on a des questions qui se posent sur comment on traite les questions qui se posent en termes de mobilité, d'accès à l'emploi, de garde d'enfants, d'accès à un certain nombre de ressources et de services, pour des gens qui se sont mis à l'écart de la ville et qui ne revendiquent pas un droit à la ville. Voilà, je termine là-dessus. C'est pas très clair, mais on pourra peut-être... Enfin, je pense que c'est clair pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. Disons, il faut connaître le débat sur le droit à la ville. Mais voilà. Je pense quand même qu'il faut laisser du temps à l'échange. J'ai une petite question technique au début. J'arrive pas à comprendre, à mettre ensemble 2 choses. La première, c'est cette idée qu'au fond, les gens qui habitent la ville-centre ou l'agglomération proprement dite consommerait en principe, comme territoire artificialisé, un 8e, d'après ce que j'ai compris, de ce que consomment, toutes choses discutables par ailleurs, du territoire que consomment les périurbains. Et donc j'arrive pas à mettre cette équation d'accord avec l'autre qui dit si tous les urbains du centre vivaient comme des périurbains, on passerait simplement de 9% d'artificialisation du territoire à 11. C'est parce que la population, j'ai pas mis de tableau quantifiant cet aspect-là des choses, mais la population périurbaine est, comment dire, en fait, c'est surtout qu'il y a aussi la population du rural, hors aire urbaine. Et dans le rural, si ma mémoire est bonne, on doit être à 1500 m² par personne. Donc en mettant tout le monde dans du périurbain, on densifie le rural. Parce que la périurbanisation, c'est une densification du rural aussi. Donc ça, c'est un des éléments d'explication. Par ailleurs, quand on parle du logement, on ne compte qu'une partie de l'artificialisation. Dans les zones d'urbanisation nouvelle, on compte que la moitié qui vient du logement. Voilà. Bon, normalement, quand on est au centre de Paris, les espaces d'emploi et les espaces commerciaux sont aussi plus denses. Est-ce que c'est les mêmes facteurs? Voilà, je ne suis pas rentré, c'est une question intéressante. J'avoue qu'en faisant les calculs, je ne suis pas rentré dans les détails. Voilà, j'ai repris les hypothèses, ou les constats, disons, faits par un certain nombre de chercheurs sur l'artificialisation par ménage. Mais ça vient surtout du fait que la périurbanisation, c'est quand même une densification des territoires ruraux. Oui.
Moi, j'avais une petite question par rapport à votre tableau où vous différenciez la population rurale de la population urbaine. Enfin, je n'ai pas compris en fait la distinction que vous faisiez. Alors, ce que j'expliquais, c'est que vous avez... ou je vais peut-être expliquer à partir de là. Ici, donc, vous avez un zonage de l'INSEE qui dit, vous avez les communes du pôle urbain, donc la ville-centre et les communes de banlieue qui sont dans la continuité bâtie, puis quand vous sortez de ça, vous rentrez dans quelque chose d'autre, et on considère que ce qui... je vous ai donné un critère, 40% de la population active, etc. Donc, on utilise un critère de dépendance fonctionnelle qui délimite une couronne périurbaine. C'est des gens qui sont dans une aire de dépendance de la ville, mais qui n'habitent pas dans l'agglomération. C'est le périurbain. Donc ça, c'est le zonage de l'INSEE. Ça classe les communes, ville-centre, banlieue et périurbain. Et au-delà, l'espace à dominante rurale, dans lequel il peut y avoir des petites villes. Après, vous avez un deuxième critère que vous pouvez utiliser, c'est là, dans la zone ici, est-ce que vous avez plus ou moins de 2000 habitants? Voilà, mais c'est tout. Et si vous avez moins de 2000 habitants pour la zone agglomérée, vous considérez que cette population est rurale. Mais alors, je ne comprends pas votre tableau dans le sens où vous mettez qu'il y a des communes isolées, et dans ces communes isolées, vous considérez qu'il y a de la population urbaine. En fait, je ne comprends pas comment dans des communes isolées, il pourrait y avoir de la population urbaine. Alors le multipolarisé, c'est du périurbain dans l'entre-deux, par exemple entre Lyon et Grenoble. Vous allez avoir des communes qui sont dépendantes à la fois de Lyon et de Grenoble. Alors on va considérer qu'elles sont multipolarisées, elles sont périurbaines multipolarisées. Et l'isolé, c'est ce qui est en dehors des aires urbaines, mais dans l'isolé, vous avez des petites villes. C'est-à-dire, en fait, les grands pôles, il faut au moins 10 000 emplois dans le centre. Pas dans le pôle. Et si vous avez moins de 10 000 emplois, vous allez vous retrouver dans ce secteur isolé. Et donc là, vous pouvez quand même avoir une population urbaine aussi. Désolé, en fait, j'aurais peut-être pas dû montrer ce tableau qui complique peut-être plus les choses qu'autre chose. C'est l'intérêt de ce tableau, parce qu'il est sorti de données INSEE, d'une revue qui s'appelle INSEE Première, c'est de montrer que on a une image de l'urbain et du rural qui a tendance à séparer les deux. Et là, on voit bien dans ce tableau que les deux s'entremêlent, en fait. On a du rural dans de l'urbain et de l'urbain dans du rural, y compris selon des critères morphologiques. Moi, je voudrais poser une question si on peut, un petit peu une double question, mais un petit peu de prospective. C'est-à-dire, vous parlez bien de la nature des débats, alors de débats qui sont déjà dépassés, comme empêcher ou pas l'étalement urbain, etc. Et puis, vous, en sociologue, vous observez des phénomènes. Alors, sur l'importance que prend le périurbain aujourd'hui. Moi, je voudrais poser deux questions. Une, c'est est-ce que le cas français est paradigmatique, par exemple, du cas européen en général? Vous avez donné quelques indications qui semblent suggérer que la France est un peu particulière au sein du concert européen. Et la deuxième, c'est au-delà de ce qu'on pourrait souhaiter ou ne pas souhaiter, est-ce que vous considérez qu'il y a une tendance à la périurbanisation qui est là pour un moment encore ou pas? Alors sur la première question, oui et non. Oui, au sens où on retrouve dans beaucoup de pays des dynamiques comparables. Par exemple, autour de Londres, les villages de la ceinture verte de Londres sont très recherchés, très valorisés. Et on retrouve cette quête de l'habitat dans un cadre campagnard, avec des maisons authentiques ou rustiques à proximité d'une ville. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de pays. Ce qui fait la spécificité de la France, c'est la fragmentation communale. Pas simplement le fait que les communes sont petites, le fait que les communes ont un pouvoir en matière d'usage, de contrôle de l'usage des sols. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans une commune, on peut décider de fermer à l'urbanisation.
et dire, ben voilà, on veut préserver notre cadre de vie campagnard, notre côté village, et on refuse d'urbaniser. Et on a même une commune au sud de Lyon, suite à la loi, vous parliez des... Ah ben, il est parti, mais la loi de réforme des collectivités, une des lois récentes, c'est la loi de réforme des collectivités territoriales, en 2010, qui interdit les discontinuités dans les intercommunalités. Or, le Grand Lyon avait une discontinuité entre le sud du Grand Lyon et Givors et Grigny. Il y a une commune qui s'appelle Millery, qui n'avait pas intégré le Grand Lyon. Suite à cette loi, le préfet d'autorité décide que Millery rentre dans le Grand Lyon pour rétablir la continuité. À ce jour, Millery n'est pas dans le Grand Lyon. Et il n'est pas question qu'elle y rentre. On a modifié les limites communales, on a créé un corridor. Il y a une thèse qui vient d'être soutenue sur ce sujet, qui a été réalisée par Harry Fitria. On a créé un corridor pour établir la continuité, c'est-à-dire être conforme à la loi, mais Millery est toujours en dehors du Grand Lyon. Ceci pour dire la capacité d'une petite commune de 3500 habitants face à l'État préserver son autonomie, au motif justement qu'ils ne voulaient pas être dans ce gros pôle urbain. Leur identité, c'était celle d'une commune, petite commune, tournée vers la campagne et le village. Donc c'est ça qui fait... C'est-à-dire que les communes de la ceinture verte de Londres, elles sont préservées par un dispositif de planification à une échelle très large, qui est la ceinture verte, mais qui n'est pas contrôlée par les communes elles-mêmes. Alors qu'en France, les communes ont une maîtrise. Et encore une fois, dans 9 cas sur 10 dans le périurbain, ils ont moins de 2000 habitants, ils ont une maîtrise de leur environnement. Et ça, c'est une spécificité du cadre français, qui donne une dynamique beaucoup plus importante à l'étalement des aires urbaines et de la périurbanisation, puisque la fermeture, une des caractéristiques, et c'est ce que j'explique dans le livre que vous évoquiez, La ville émiettée, une des caractéristiques des politiques locales, c'est le malthusianisme foncier. C'est-à-dire la fermeture à l'urbanisation, pour préserver le cadre villageois, ce qui fait que du coup, même si elles se développent moins que dans d'autres pays, elles intègrent surtout beaucoup moins les banlieues que dans d'autres pays, et puis du coup, ça repousse la demande plus loin, et donc ça reporte le phénomène plus loin. Donc on a une extension des couronnes périurbaines particulièrement forte en France. Donc le phénomène est particulièrement marqué en France. Après, son avenir, je pense que le phénomène est là pour durer, qu'il y a un élément identitaire spécifique, c'est-à-dire il y a bien quelque chose de différent en termes identitaires entre le périurbain et la ville. Alors, autant les banlieues auparavant, elles étaient tournées vers la ville, c'était des extensions de la ville, elles étaient tournées vers la ville, et donc on pouvait, dans le traitement politique de la relation entre la ville et la banlieue, raisonner justement en termes de droit à la ville. Autant aujourd'hui, c'est plus autant ça qui est en jeu. Ça reste une question, c'est-à-dire la relation à la ville reste importante pour l'emploi, pour l'accès à tout un ensemble de ressources, mais sur un certain nombre d'autres aspects, cette relation, on est tourné vers la campagne, on est bien dans l'hybridité. Et donc ces territoires-là vont perdurer dans cette identité, d'autant plus, et ça c'est le dernier élément prospectif, que certes, en France, on dit qu'il faut lutter contre l'étalement urbain, il faut contrôler l'extension des villes, etc., mais il faut aussi développer les territoires ruraux. Or, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va s'installer? Si vous voulez, aujourd'hui, moi, dans mon logement, là, vous pouvez couper l'enregistrement, dans mon logement, je ne peux pas avoir la fibre. J'habite dans Lyon, il y a la fibre dans ma rue, mais mon immeuble n'est pas assez gros pour que je puisse avoir la fibre dans mon appartement. Dans le Beaujolais, dans une zone totalement rurale, avec les subventions versées par la métropole de Lyon, dans le cadre du deal, c'est pour ça qu'il faut couper, entre Colomb et Mercier, pour créer le nouveau Rhône. Le Grand Lyon reverse un certain nombre des ressources fiscales qui versaient déjà au département auparavant, et avec cet argent, le nouveau Rhône équipe en fibre la moindre maison dans le Beaujolais vert. C'est très bien pour le Beaujolais vert, mais du coup, pour un ménage, ça permet de s'installer avec un accès à Internet à haut débit dans un tout petit village éloigné de Lyon. Et ça, on le fait au motif de l'équipement des territoires ruraux. Même chose pour les écoles. Le moindre petit village, même à 400 habitants, vous avez une école. Ça coûte très cher d'entretenir un bâtiment. Une des grandes différences, c'est Philippe Estève qui dit ça dans un livre sur l'égalité des territoires, une des grandes différences entre la France et l'Allemagne, par exemple, c'est qu'on a à peu près un même budget par enfant alloué à l'éducation. La grosse différence, c'est qu'en France, on consacre beaucoup à nos bâtiments, à nos écoles, et moins donc aux enseignants. Si on consacrait plus aux enseignants et moins aux bâtiments dans chaque village, on aurait plus d'argent. Enfin, on pourrait faire des classes plus petites. Et on sait que c'est un élément déterminant de la réussite scolaire. Vous voyez, c'est ce genre d'enjeu, en fait, qu'il y a derrière ça. Mais voilà.
Donc en termes prospectifs, on a une tension très forte entre la question de la ruralité et l'importance qu'elle a en France en termes de paysage, de développement. Moi, je ne tranche pas, je donne des éléments de discussion. Une autre question. Ouais. Vous n'êtes pas très bavards, les étudiants. J'ai une autre question. Vous avez montré l'importance des recherches qui portent sur le rapport entre la répartition de l'habitat, entre ces différentes catégories, et la question de l'énergie. Est-ce qu'il y a des recherches prospectives aussi qui sont faites sur les effets que pourrait avoir sur cette répartition et sur la part respective des urbains, centres, périurbains, banlieusards, etc., de phénomènes éventuels de raréfaction de fournitures énergétiques? Et qu'est-ce qui se produirait dans ce cas-là? Quel est le versant prospectif de ces recherches sur environnement et répartition territoriale? Il y a eu des recherches qui ont été faites avec des scénarios où aujourd'hui on en parle beaucoup moins, mais il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Et là je ne parle pas d'il y a 10 ans, il y a quand même finalement assez peu de temps. On avait un coût du pétrole qui était très élevé, hein, et on se projetait à des niveaux de prix très hauts à brève échéance. Bon, aujourd'hui c'est plus le cas, mais enfin ça va revenir très certainement. Et donc on a fait des scénarios prospectifs pour essayer de voir quel pouvait être l'impact de l'augmentation du coût de l'énergie. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un attachement, en tout cas pour les gens qui sont déjà installés. C'est-à-dire ça peut peut-être avoir un impact très fort, surtout sur les extensions des aires urbaines, hein, les gens qui s'installent très loin, parce que c'est un coût important en termes de transport. Mais pour les gens qui sont déjà installés, les gens disent que si le coût de l'énergie augmente, ils vont d'abord faire des travaux dans leur maison pour réduire leur note de chauffage, et il y a de la marge pour beaucoup de gens. Donc ça, c'est le premier aspect. Ils achèteront une voiture plus économe en énergie, éventuellement une voiture électrique. Le déménagement, qui implique un changement de mode de vie, un changement, je le disais tout à l'heure, de définition de son identité, n'est envisagé qu'en dernier ressort. Et donc, en tout cas en l'état, pour la connaissance que j'en ai, les travaux prospectifs ne semblent pas dire qu'il y aura une modification fondamentale. Il y aura certainement des rééquilibrages. Les localisations centrales seront peut-être plus favorisées, en tout cas en termes de choix. Mais voilà, il n'y a pas de mise en cause de cette dynamique-là. Ceci d'autant moins, encore une fois, que aujourd'hui, empêcher le développement de ces territoires-là, c'est aller contre certaines logiques qui étaient encore promues au travers du ministère de l'égalité des territoires, par exemple. C'est aussi ça, c'est la question de la ruralité qui est derrière ça. Merci beaucoup. Il est 15h, il faut qu'on libère la salle. Et donc à la semaine prochaine à tous. Et merci beaucoup Éric Charme pour cette conférence.